Bonjour, je veux pointer à votre attention qu'il y a eu des gens qui ont eu la même expérience en milieu psychiatrique que les gens qui furent institutionnalisés au Allen Memorial Institute à Montréal et qui n'ont pas eu de compensation monétaire. Ce qui arrive, c'est que la CIA a détruit plusieurs dossiers en 1973, la fameuse purge. Et ils se sont fait pogner parce qu'ils ont oublié de détruire 8000 pages contenant des données financières. Et c'est ce qui a permis à environ 77 sur environ 250 personnes. Alors, le fait qu'ils ont trouvé ces 8000 pages contenant des données financières a permis à 77 personnes environ d'intenter une poursuite judiciaire et d'obtenir une compensation. Il n'y a pas seulement les pages qui manquent, mais aussi environ 180 personnes, environ, qui ne savaient pas qu'ils travaillaient pour Donald Ewen Cameron, qui était le psychiatre en chef de l'Association américaine et canadienne de psychiatrie, mais aussi plusieurs sous-projets, dont le sous-projet qui m'intéresse, c'est-à-dire le sous-projet 68. Alors, il ne faut pas croire une seconde que Cameron se limitait au Allen Memorial Institute, puisqu'il avait environ 180 chercheurs qui travaillaient pour lui. Il y a eu un épisode que les acteurs ont joué pour imiter ce qui se passait au Allen Memorial Institute. OK? Et ce que j'ai vu du Allen Memorial Institute qui a été joué par ces acteurs-là, c'est ce que mes yeux ont vu depuis que j'ai 8 ans, jusqu'à environ l'âge de 22 ans. Car par la suite, j'ai eu trop de problèmes dans ma vie personnelle pour continuer de rentrer dans cet asile-là, que je ne veux pas nommer ici. Parce qu'au départ, c'était l'asile de Beauport. Il faut se rappeler que ça a toujours été considéré comme un asile, même s'ils ont changé de nom. Ma défunte mère a subi les mêmes traitements qu'eux, ou du moins le même genre de traitement qu'eux. Elle fut rendue légume par eux, qu'arrêtée. Elle fut forcée, je dis bien, et je répète, forcée, à prendre une quantité industrielle de drogue et recevoir des électrochocs, débutant en 1970. Et il est déjà prouvé que le sous-projet 68 a continué jusqu'en 1973. Mais je crois que c'est bien au-delà de 1973. C'est seulement que nous avons découvert ce que nous avons découvert, car la CIA ne veut rien dévoiler. Pas plus que le centre hospitalier Robert Giffard, puisqu'ils ont voulu tout effacer. Mais ils ne peuvent pas effacer ma mémoire, et j'ai survécu jusqu'ici pour accoucher ce projet. Concernant ces sous-projets, la raison pour laquelle environ 180 chercheurs ne savaient pas qu'ils travaillaient pour la CIA, c'est qu'ils fonctionnaient la CIA fonctionnait par sous-contracteurs, par sous-contrat. C'était la façon de couvrir leurs traces, car ils agissent exactement comme des criminels. Pour ceux qui ne connaissent pas la CIA, ben là, vous commencez à la connaître.
malgré que j'ai perdu ma mère à 8 ans officiellement, ce qui signifie que je l'ai perdue avant ça. Du moment qu'elle avait le bras dans l'engrenage, c'était game over. Il est impossible pour des personnes comme moi d'obtenir le montant pour un recours collectif parce que je n'ai pas les papiers que 77 personnes du Allen Memorial Institute ont eu. Alors, je ne vais certainement pas recevoir de l'aide. Ils ne vont certainement pas aider les personnes parce qu'il y a une façon d'obtenir un montant pour faire un recours collectif. Mais dans un cas comme le mien, où est-ce qu'il n'y a pas de, jusqu'à maintenant, de preuves papier officiel, ils ne vont pas s'embarquer là-dedans. Je n'ai pas seulement mon cas en tête. Ben, il faut dire aussi que j'existe, hein, et je suis moi-même une encyclopédie. J'enregistre tout ce qui s'est passé. Mais vraiment, j'ai une mémoire d'éléphant. Tant que je suis vivante, je suis une preuve. Je continue. Alors, j'ai beau pas avoir les papiers parce que on en a éliminé plusieurs dans la purge de 1973. Je n'ai pas seulement mon cas en tête, mais aussi tous les enfants et familles d'une personne rendue légume par eux, à ce qui était appelé à l'époque l'hôpital Saint-Michel-Archange. Il ne faut pas croire que j'ai eu la vie facile, d'autant plus que mon soi-disant père est celui qui a insisté pour la faire entrer afin d'obtenir la garde des enfants. Alors, il lui fut dit comment procéder, ce qui signifie qu'il était un sans-cœur. Ça, c'est pour le moins que je puisse dire. Donc, je n'ai pas les finances pour poursuivre. Par contre, je veux transformer ma misère en recours collectif pour tous ceux qui se sentent lésés par la façon dont un membre de famille fut traité. Je ne suis pas la seule, j'ai vu plein de ce qu'on appelait patients, entre guillemets. J'en ai vu beaucoup, moi, quand je suis rentrée dans cette bâtisse-là, pendant toutes les années que je suis rentrée. J'ai perdu ma mère jeune, j'avais 5 ans, puisqu'elle fut entrée aussitôt qu'elle a délivré un fils à mon soi-disant père, vers la fin de 1970. Quand je dis mon soi-disant père, je ne suis pas en train de dire que j'ai été adoptée. Je suis juste en train de dire qu'il ne méritait pas d'être appelé père. Je continue. Je suis convaincue, parce que là, il ne s'agit pas de mon père ici, il s'agit de l'hôpital qui était appelé à l'époque l'hôpital Saint-Michel-Archange, qui a porté plusieurs noms. Puis quand ma mère... lorsque ma mère est décédée, ça s'appelait le Centre hospitalier Robert Giffard. Mais ils ont eu 14 noms différents. Je suis convaincue que ma mère fut traitée sous la direction de Cameron, qui fut prouvé hors de tout doute qu'il a opéré de cette manière entre 1970, ma mère est rentrée en 70, pour ça que je pars à cette année. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'a pas opéré avant ça. Je fais juste me centrer sur le cas de ma mère, puis le cas de ma mère a commencé vers la fin de l'année 70. Donc, je dis donc que je suis convaincue que ma mère fut traitée sous la direction de Cameron, qui fut prouvé hors de tout doute qu'il a opéré de cette manière entre 1970 et 1973. Et il ne faut pas croire que ça s'est arrêté là. Non, non, ça c'est ce que l'on sait officiellement, d'accord? Quand même, là, ils en ont passé pas mal, là. Il faut arrêter d'y croire. Et il ne faut pas croire que cela s'est arrêté là. Même s'il n'a jamais mis... en tout cas, officiellement, Cameron n'a jamais mis les pieds à l'hôpital Saint-Michel-Archange. Je mettrais ma main à brûler puisqu'il était le président de l'Association canadienne des psychiatres également.
Alors, un président de l'Association canadienne des psychiatres ne va certainement pas se limiter au Allen Memorial Institute à Montréal, s'il vous plaît. Hein, quand même. Va-t-on y arriver de recevoir justice? Je ne sais pas. Mais je ne veux pas laisser ce monde sans tenter d'y arriver par les moyens limités qui sont à ma disposition. Donc, vous ne faites pas que m'aider si vous allez participer. Vous allez aider tous ceux qui ont souffert d'avoir perdu un être cher de cette façon. Je ne suis pas la seule. Toutes ces années que je suis rentrée à l'hôpital Saint-Michel-Archange, j'ai vu d'autres soi-disant patients, beaucoup d'entre eux, et la scène était la même que celle qui fut actée du Allen Memorial Hospital à Montréal. Allen Memorial Institute, ok, excuse-moi. Ma mère a vécu ce calvaire pendant 40 ans. On ne traite pas les gens comme des animaux de laboratoire. Point à la ligne. Je m'arrête ici. Merci de votre écoute. Je réalise que ça va être long de traduire des points 58 à 63 et par la suite de 105 à 151. Il est présentement 12h50. En fait, je me disais que ça allait être pénible. Mais j'ai l'habitude d'avoir une vie pénible, alors ça ne fait pas grande différence. Mais dans ce cas-ci, c'est important parce que malgré qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui voient ce document en particulier, il reste que c'est important parce que c'est le seul document que l'on a de public, que l'on a à la portée de la main, pour, en fin de compte, soutenir le fait que j'ai toutes les raisons du monde de croire que ma mère a été une victime de MKUltra. Alors, en son nom, je vais le faire à partir de maintenant. Commençant par le point 58. Si toutefois, je décide de répéter certains points, c'est parce qu'ils sont importants, mais à la longueur que j'ai à traduire, il est possible que je ne répète pas. 58. Jusqu'en 1954, tous les contrats de recherche financés par l'armée américaine dans les établissements canadiens contenaient la clause suivante. L'entrepreneur peut divulguer les renseignements relatifs aux contrats au gouvernement canadien à tout moment, quelle que soit la cote de sécurité qui lui est attribuée. Un mémorandum canadien de la DRB notait qu'après décembre 1954, sans avertissement, l'USAF 14 a commencé à offrir des contrats dans lesquels il était omis. Cette omission de clause a fait l'objet d'un débat à la DRB où il a été décidé que des scientifiques au Canada travaillaient pour une puissance étrangère à l'insu du gouvernement canadien constituait une violation de la loi sur les secrets officiels, sanctionnée le 3 juin 1939. Le tout tel qu'il apparaît plus en détail à partir d'un exemplaire de la loi sur les secrets officiels, 1939 et des pages 152 à 154 du livre I Swear by Apollo, publié en 1987
produit ici en liasse sous la cote R16. 59 des violations occasionnelles de cet accord non écrit ont été constatées par le président du DRB, Dr. Omon M. Soland. Lorsque ces violations seraient découvertes, le projet classifié à financement clandestin serait interrompu ou repris par la DRB. Les expériences de Montréal, qui n'ont pas suivi les voies appropriées, étaient l'une de ces violations de l'accord. Pièce R16, page 154. Point numéro 60. Un rapport de la CIA cité dans l'article du New York Times, pièce R14, déclarait que de nombreuses phases de la recherche sur le contrôle du comportement humain impliquent un degré élevé de sensibilité. La réputation professionnelle des chercheurs extérieurs est menacée car les objectifs de ces recherches sont largement considérés comme anti-éthiques ou illégaux. Point numéro 61. Une source de la CIA qui a refusé d'être identifiée a déclaré qu'à sa connaissance, tous les chercheurs savaient qu'ils travaillaient pour l'agence. D'autres anciens officiers du renseignement ont déclaré que l'agence avait cherché à cacher ses implications afin que les services de renseignement soviétiques ne sachent pas que l'agence était intéressée par la recherche. Pièce R14. Point numéro 62. En raison de la nature douteuse et immorale de la recherche sur le contrôle de l'esprit, la CIA a déplacé un certain nombre d'expériences hors des États-Unis. Point numéro 63. Au total, il y avait 149 sous-projets MKUltra relatifs aux drogues et à la modification du comportement, y compris le sous-projet 68, également connu sous le nom d'Expérience de Montréal. Alors, important de noter, 149 sous-projets. Le cahier d'information. Et puis, ces 149 sous-projets-là étaient effectués au Canada parce qu'ils étaient à l'extérieur, hors des États-Unis, comme le dit le point 62. Le cahier d'information MKUltra contient le résumé suivant des expériences montréalaises. Bon. L'ensemble tel qu'il apparaît plus en détail à partir d'un exemplaire du cahier d'information MKUltra daté du 1er janvier 1976 et d'un exemplaire de l'annexe C du document intitulé de CIA Doctors, écrit par Colin A. Ross, médecin, publié le 1er janvier 2006. Produit ci-après liasse en tant que pièce R17. Là maintenant, nous allons au point, là on a fini le point 63 et on s'en va directement, tout simplement parce que ma mère n'a pas été hospitalisée et torturée au Allen Memorial Institute. C'est ça. Fait que là, c'est pour ça que je passe de à 105 parce que on s'en occupe déjà des personnes à Montréal. Il y a déjà un recours collectif. Je vais mettre le lien en description de la vidéo au cas que ta famille ou ton père ou ta mère aurait été au Allen Memorial Institute et que tu n'es pas au courant qu'il y a un recours collectif. Je vais très certainement le mettre dans la description de ma vidéo. Mais moi, dans mon cas, nous n'avons pas encore un recours collectif pour ce qui est de l'hôpital qui s'appelait à l'époque l'hôpital Saint-Michel-Archange. Alors, je continue de lire. De 1950 à 1954, le ministère canadien de la Santé nationale et du bien-être social a accordé à Cameron une subvention de 17 875 $, l'équivalent de 187
575, 575, Chris, 565 et 12 cents en date que cet article a été publié. Tu vas aller dans la description de la vidéo, tu vas avoir le lien. Bon. Pour obtenir son soi-disant laboratoire comportemental dans les écuries de l'Allen Memorial Institute dans le cadre du projet numéro 64514. Cette subvention a financé plusieurs de ces études de lavage de cerveau, y compris la prévention sensorielle, la conduite psychique, l'électrochoc et l'utilisation de l'hormone masculine testostérone chez les patientes. Pièce R3. Le tout comme il apparaît plus en détail dans une copie du rapport final sur projet numéro 604-514, produit ici en tant que pièce R30. Point 106. Parce que les étudiants de McGill étaient conscients des graves effets psychologiques des expériences de privation sensorielle, en raison des expériences menées auparavant par des volontaires, Cameron n'a pu trouver de volontaires disposés à subir ces expériences de privation sensorielle. Il n'a pas non plus pu obtenir la coopération de ses patients. Pièces R3 et R16, page 67. Point numéro 107. À la fin des années 40, Cameron a commencé les expériences de Montréal, qui sont bientôt devenues de véritables expériences de lavage de cerveau, par lesquelles il a tenté sans discernement d'effacer les esprits de ses patients et de les reprogrammer. L'attaque de Cameron contre la personnalité s'est développée sans aucun contrôle éthique ou moral, sous couvert de traitement. Des patients innocents et involontaires ont été victimes de recherches sur le lavage de cerveau. Point 108. Dans un rapport d'étape de 1951 sur le laboratoire du comportement au ministère canadien de la Santé nationale et du bien-être social, Cameron a signalé que la désorganisation s'accumule avec le CT. Pièce R16, page 53. Point 109. Dans son rapport intérimaire de 1953 sur le laboratoire du comportement au ministère canadien de la Santé nationale et du bien-être social, Cameron a rapporté les résultats de sa propre technique d'isolement qu'il a pratiquée sur les patients à l'Institut Allen Memorial. Sa technique impliquait de réduire la résistance à des expériences de conduite psychique. Le rapport a omis de mentionner une période maximale pour la conduite psychique. Point numéro 110. En 1953, un nouveau pavillon a été ajouté à l'Allen Memorial Institute, ajoutant 50 lits aux 38 existants pour un total de 88 lits, sans compter les 40 lits du centre de jour externe, pièce R35. 111. Toujours en 1953, Cameron a commencé à expérimenter la conduite psychique. Pièce R16, page 47. Ce qu'il appelle le psychic driving. 1955, Cameron a présenté son concept de conduite psychique à l'American Psychiatric Association à Atlantic City. Point 113. En 1956, Cameron a publié un article majeur sur sa technique de conduite psychique dans l'American Journal of Psychiatry intitulé Psychic Driving. La plupart des 15 patients qui ont participé à l'étude ont été diagnostiqués névrosés et tous sauf un étaient des femmes dans la trentaine et la quarantaine. C'est intéressant de noter ça quand même. Donc, une seule personne était un homme, tous étaient des femmes dans la trentaine et la quarantaine. Tous sauf un. Les femmes, il est reconnu que les femmes sont des sujets d'expérimentation que l'on considère
plus disponible pour ce type de recherche-là. On va dire ça de même. Sa technique, presque identique à celle qui avait été utilisée à McGill sur les étudiants volontaires, consistait en de sévères restrictions de la vision, de l'ouïe et du toucher. Les discussions se sont limitées à 2 brefs entretiens par jour avec les chercheurs et les infirmières ont reçu l'ordre de ne pas parler aux patients. Mais contrairement aux étudiants de McGill, les patients de Lalanne ont été isolés de force pendant de plus longues périodes, 4, 5 et jusqu'à 6 jours d'affilée. Point numéro 114. Dans son article pièce R3, Cameron décrit les expériences de Montréal comme suit. A. Au cours des 48 premières heures d'isolement, la plupart des patients sont devenus perturbés ou régressés et plus de la moitié d'entre eux ont commencé à halluciner et vivent une dépersonnalisation intense. 2 sont devenus ouvertement psychotiques et ont ensuite été soumis à des électrochocs pour effacer leur réaction paranoïde, entre guillemets, ou obsessionnelle, entre guillemets. Point B. Un patient, un homme de 25 ans, ben le seul en fait, comme on dit, c'était toutes des femmes excepté un homme. Donc, point B. Un patient, un homme de 25 ans, a commencé à paniquer le 5e jour de l'isolement. Voici ce qu'il a dit. Je sens que je ne suis pas là. J'ai peur. Je suis dans un autre monde. J'ai peur de ne pas revenir. J'ai l'impression de sortir de ce monde. Je ne me sens pas réel. Fin de la citation. C. Dans l'article, Cameron aussi décrit la manière dont il a traité 7 de ses patientes qui souffraient de dépression ou de sentiments d'insuffisance, entre guillemets, pendant leur traitement à Allen. Ils ont tous été soumises, à une conduite psychique intense pendant des heures et sans leur consentement. Pièce R3. D. Dans le même article, Cameron a proposé d'utiliser des méthodes encore plus drastiques, y compris le sommeil prolongé avec du sodium amytal, combiné avec 10 à 15 jours, 10 à 20 heures par jour de conduite psychique, psychic driving, isolement psychologique et hypnose sous le médicament désoxine, un amphétamine expérimentale retiré plus tard du marché. Point numéro 115. Cameron pensait avoir trouvé le remède global à l'instabilité mentale dans la technique qu'il qualifiait de conduite psychique. Les esprits troublés des patients pourraient être nettoyés de leur névrose et psychose ou dépaternés, entre guillemets, a-t-il affirmé, et de nouvelles attitudes plus saines pourraient être inculquées par l'utilisation de messages répétés sans fin sur des magnétophones. Point 116. Le Dr. Omon M. Solan, président du DRB, était devenu particulièrement troublé par les expériences de Montréal. Il ne souhaitait pas les financer pour des raisons d'éthique, déclarant dans un affidavit « Je connais les procédures expérimentales de dépatterning utilisées par Dr. Ewen Cameron. » Au début des années 50, la femme d'un de mes associés, dis-je, a demandé un traitement médical à Cameron à l'Institut Allen Memorial. Elle était dépaysée et après l'avoir vue, je savais que ce genre de travail était quelque chose dans lequel la DRB n'avait aucun rôle à jouer. C'était mon opinion à l'époque et je continue de dire que Cameron ne possédait pas le sens de l'humanité nécessaire pour être considéré comme un bon médecin. Pièce R13. Point 119. Avant la demande de subvention de Cameron, pièce R6, l'engagement financier de la CIA était suffisamment ferme pour que Cameron offre à Ed Levinson, un résident d'Allen Memorial, un poste de recherche sur les expériences de Montréal en juin 1956 pour 7 000 $. Ça indique que
1957 discutée ci-dessous était une simple formalité et que Cameron avait obtenu le financement avant juin 1956. Pièce R16, dis-je, page 85 à 88. Point 120. En fin de compte, Levinson a refusé l'offre de Cameron en raison de son désaccord avec certaines des méthodes de Cameron pour maîtriser ses patients afin de les rendre réceptifs à la conduite psychique, y compris l'utilisation d'injections intramusculaires allant jusqu'à 150 mg de curare afin de les paralyser. Levinson la considérait comme dangereuse et hors des limites du caractère raisonnable. C'est sa citation. Pièce R16, page 85 à 88. J'espère que vous comprenez que l'on parle de torture ici. Point D, 1957 à 1964. Le 21 janvier 1957, Cameron demanda à Human Ecology Fund, un fonds connu de la CIA, pour financer davantage les expériences de Montréal. Les objectifs généraux initiaux déclarés des expériences de Montréal étaient d'étudier les effets sur le comportement humain de la répétition de signaux verbaux afin de changer les comportements et de changer le fonctionnement physiologique, conduite psychique. Plus précisément, Cameron a déclaré ce qui suit dans sa demande de subvention pour étudier les effets sur le comportement humain de la répétition de signaux verbaux. La demande de subvention, entre guillemets, pièce R6, 68-37. Citation. Nos études se sont maintenant tournées vers des tentatives d'établir des changements durables dans le comportement du patient en utilisant des signaux verbaux de nature prédéterminée et de notre propre conception. Après de nombreuses expérimentations, nous avons développé une procédure qui, dans les cas les plus réussis, a produit des changements de comportement d'une durée allant jusqu'à 2 mois. La procédure nécessite la rupture des schémas du comportement du patient au moyen d'électrochocs particulièrement intenses, des patternings, et la répétition intensive, 16 heures par jour pendant 6 ou 7 jours du signal verbal préétabli. III. Pendant cette période de répétition intensive, le patient est maintenu en isolement sensoriel partiel. La répression de la période de conduite. La répétition de la période de conduite est effectuée en mettant le patient après la fin de la période en sommeil continu pendant 7 à 10 jours. Enfin, en association avec le docteur, le nom est supprimé, nous avons cherché à provoquer un changement physiologique par la répétition de signaux verbaux appropriés. Nous avons utilisé la même technique que celle décrite ci-dessous pour produire un changement de comportement. Point 122. Je vais jusqu'à 151. Après, je m'arrête. Cameron cherchait encore des moyens plus efficaces pour immobiliser ou inactiver ses patients pendant la conduite psychique. OK, pourquoi c'est important pour moi là, de mentionner les expériences de Cameron? C'est parce que je suis 199% de chance que Cameron ne faisait pas juste ses tests au Allen Memorial Hospital avec tous les renseignements que nous avons jusqu'à maintenant, que je ne vais pas répéter encore. Il est clair. Alors, moi, je suis convaincue que ça comprenait, parce que j'ai vu la destruction de ma mère. De l'âge de 5 ans jusqu'à au moins l'âge de 22 ans. Et j'ai été témoin oculaire de la destruction de ma mère et j'ai eu, bien entendu, des conséquences sur ma vie personnelle que je ne vais pas parler ici. Alors je continue, point 522. Cameron cherchait encore les moyens plus efficaces
des moyens plus efficaces pour immobiliser ou inactiver ces patients pendant la conduite psychique. La demande de subvention proposait des études complémentaires pour améliorer la la technique, dis-je, de conduite psychique grâce à l'utilisation d'agents chimiques qui serviront à briser les modèles de comportement en cours, en améliorant leur méthode de production de signaux et par le développement de meilleures méthodes pour inactiver le patient pendant la période de conduite, exposition à la répétition, et en même temps le maintenir à un niveau d'activité plus élevé par des agents physiologiques et chimiques, dont artane, anectine, bulbocapnine, curare et LSD-25 et II pour étudier la gamme des fonctions physiologiques qui peuvent être modifiées par ces procédures. Pièce R6, point 123. Cette demande de subvention montre à première vue que les fonds de la CIA seraient utilisés pour mener des expériences de lavage de cerveau extrêmement dangereuses. Comme l'assistant de Cameron, Leonard Rubinstein l'avait publiquement admis dans l'interview du New York Times du 2 août 1977. Les expériences de Montréal étaient directement liées au lavage de cerveau. 1. Avait enquêté sur le lavage de cerveau des soldats qui avaient été en Corée. À Montréal, nous avons commencé à utiliser certaines de ces techniques, le lavage du cerveau des patients, au lieu d'utiliser des drogues. Et ceci sans garantie ni évaluation des risques. Pièce R14. 124. La demande de subvention demandait un budget de 19 090 $ par an sur une période de 2 ans, date à laquelle une autre proposition serait faite, équivalent à 171 799 $ et 81 sous, en date que ce document a été écrit et qui va être mis dans la description de la vidéo. Pièce R6. Point 125. Le 26 février 1957, un mois après l'envoi de la demande de subvention, la CIA l'a approuvé dans un mémorandum qui ne fait que répéter la demande de subvention sans aucune base ni explication. D'autres subventions ont été demandées et autorisées de telle sorte qu'un montant total de financement de 59 467 et 54 sous canadiens a été attribué aux expériences de Montréal pour la période allant du 18 mars 1957 au 30 juin 1960. Pièce R6. Point 126. La CIA n'a pas enquêté sur Cameron ni sur les procédures proposées dans la demande avant d'accorder la subvention, malgré les dangers évidents pour les êtres humains qui devaient être expérimentés et malgré la facilité avec laquelle une telle enquête aurait pu se conduire, sera discutée plus en détail dans la section 4, intitulée « La faute des défendeurs ci-dessous ». Point 127. Après avoir reçu les fonds de la CIA, la combinaison et le degré des expériences de recherche comportementale de Cameron se sont encore intensifiés, le tout comme il ressort plus en détail d'une copie de l'article du Chicago Tribune intitulé Brainwash Tests in 57 Aunt CIA, daté du 1er juin 1986, produit au présent en tant que pièce R32. Point 128. Les expériences menées par Cameron dans les années 50 ont été publiées dans des revues médicales canadiennes et américaines entre 1958 et 1961. Néanmoins, le gouvernement canadien a continué à soutenir la recherche, entre guillemets, de 1961 à 1964. Une deuxième subvention de 57 750 $ a été accordée pour plus de recherche dans la conduite psychique. Je sais qu'on continue au-delà de ça, mais c'est ce qui est écrit, puis je veux dire, on continue, rendu au point 129 jusqu'au point 151.
Alors, il va y avoir plus de détails de données. En 1958, Cameron a fait appel à un psychologue à temps plein, Laughlin Taylor, pour faire tous les tests de conduite psychique et pour tester les patients avant et après la conduite psychique pour comparer les résultats. En réalité, Taylor n'était autorisé à tester que des cas à court terme de conduite psychique, soit 2 semaines. Le style de recherche de Cameron impliquait un processus de vannage constant dans lequel seuls ceux dont les chances d'amélioration étaient les meilleures jamais atteignaient Taylor. Le mot vannage, là, faut aller chercher sur le lien que je vais fournir parce que là, moi, là, j'ai mon voyage personnellement. Alors, je vais tout simplement continuer de lire. Moi, je vous dis qu'au moins 98%, entre 97 et 98% de ma traduction est exacte. Fait que les détails, ben, vous avez juste à aller voir vous-même. Parce que j'ai déjà expliqué dans la première partie pourquoi est-ce que... Essentiellement, j'ai mon voyage. Point 130. M. Taylor avait entendu des rumeurs au sujet de dépatterning, mais n'en avait jamais fait l'expérience personnellement. Pièce R16. Page 90 à 93. C'était le premier murmure sur ce qui s'est passé dans le passé. Cette électrochirurgie massive se déroulait. Les patients en avaient reçu des centaines et étaient réduits à l'état de légumes et se trouvaient maintenant dans le Douglas. Tout le monde en a parlé. Point 131. Cameron a sélectionné ses candidats à la conduite psychique parmi la population générale de patients de l'Institut Allen Memorial, y compris les schizophrènes, les dépressifs, les névrosés, les alcooliques. Il n'y avait pas eu de sélection systématique des patients et aucune adhésion à la méthode scientifique. On va mentionner qu'il était mentionné précédemment qu'il y avait seulement un homme et tout le reste était des femmes. Point numéro 132. C'est un détail important quand même. De 1957 à 1960, les techniques de Cameron ont été encore intensifiées en augmentant la période de conduite psychique à 16 heures par jour pendant 20 à 30 jours et les patients ont reçu le médicament Cernil pour bloquer l'entrée sensorielle et produire une sous-activité. Le Cernil est un médicament extrêmement puissant utilisé sur les animaux comme antiseptique qui produit entre guillemets, des épisodes psychotiques aigus et même le danger de psychose chronique chez les humains. Fin de la citation, pièce R22. 133. Cameron a déclaré dans son article Psychic Driving que, et je cite, ce n'était que du bon sens de voir ce qui se passerait si la répétition était multipliée par 10, par 100 ou même plus. Et finalement, nos patients écoutaient des signaux verbaux que nous étions installés sur la base de notre connaissance du patient et écoutaient de 6 heures du matin à 9 heures le soir, jour après jour et semaine après semaine. La conduite négative a duré jusqu'à 60 jours. La conduite positive durait généralement plus longtemps, avec un exemple de 101 jours noté dans les papiers de Cameron. Le tout comme cela apparaît plus en détail dans une copie de l'article de Cameron intitulé Adventures with Repetition, The Search for Its Possibilities, daté de 1965, produit ici comme pièce R33. Point 134. Dans une note de 1958, Cameron a noté qu'il y avait 3 méthodes de préparation pour briser la réaction défensive d'un patient à la conduite psychique. I. Sommeil prolongé et ECT. II. Sommeil utilisé pour réduire l'anxiété suivi d'une privation sensorielle.
III, privation sensorielle. Après un test, Cameron a noté que, et je cite, bien que la patiente ait été préparée à la fois par un isolement sensoriel prolongé de 35 jours, et par un dépatterning répété, et bien qu'elle ait reçu 101 jours de conduite positive, aucun résultat favorable n'a été obtenu. Pièce R16, page 94. Le tout tel qu'il apparaît plus en détail dans une copie de l'article du Nexus Magazine intitulé A History of Secret CIA Mind Control Research, daté d'avril-mai 1992, produit ici en tant que pièce R34.135. Le 12 avril 1960, Cameron a écrit une lettre au Human Ecology Fund reconnaissant sa grande dette envers la société, décrivant l'aide fournie par la société comme inestimable, entre guillemets, et exprimant, entre guillemets, un sentiment considérable de dette pour le financement qu'il a reçu. Pièce R6, 136. Bon, je suis trop fatiguée pour le retrouver présentement. J'ai pas beaucoup dormi cette nuit. Alors, je vais tout simplement mentionner. Point 136. En 1960, le ministre de la Santé du Québec a formé la commission Bédard. Soit dit en passant, il y a beaucoup mieux que la commission Bédard. Je vais le mettre dans les commentaires de cette vidéo. J'essaie de trouver l'information, puis je suis trop knock-out pour trouver l'information, fait que je vais tout simplement la trouver par la suite et la mettre en commentaire tout simplement, afin d'enquêter sur les états des hôpitaux psychiatriques du Québec. C'est parce que, je veux dire, la commission Bédard, c'est mieux que rien, mais il y a mieux que ça. Donc, je répète, en 1960, le ministre de la Santé du Québec a formé la commission Bédard. Une autre commission, je n'ai pas trouvé l'information. Allez voir ici mes bookmarks. Commission du Chesneau. Ça se peut-tu? Je vais aller voir. La commission du Chesneau, l'influence mitigée des experts sur les responsables politiques. Ça fait que je dois me tromper. On continue. Parce que là, j'ai mes limites aujourd'hui. Après avoir évalué tous les établissements psychiatriques du Québec, la commission Bédard a constaté que l'Institut Alain Montréal utilisait plus d'électrochocs que tout autre établissement. En novembre 1960, 766 traitements par électrochoc ont été administrés à une population de 100 patients et en 1961, 12 000 électrochocs ont été administrés à une population de patients d'environ 1000. L'électrochoc nous a paru être utilisé beaucoup plus que dans les autres hôpitaux étudiés. Ainsi, durant novembre 1960, 766 traitements électrochocs ont été administrés aux patients de l'hôpital et du centre de jour, dont le nombre était d'environ 100. Un total de 12 000 électrochocs a été donné en 1960. Le tout tel qu'il apparaît plus en détail à partir d'une copie d'un extrait du rapport de la Commission d'études des hôpitaux psychiatriques en date du 9 mars 1962, produit ici sous la cote R35. 137. L'hospitalisation moyenne était de 6 semaines et la durée maximale de 1 an. B. Que les alcooliques présentaient 20% des personnes hospitalisées. C. Qu'il y avait 2 fois plus de femmes que d'hommes. D. Qu'environ 50% des patients recevaient une psychothérapie et les autres recevaient d'autres formes de traitement comme
les CT, les médicaments, traitement du sommeil et faible dose d'insuline. E. Que le département de psychologie était particulièrement dédié à la recherche. F. Que l'Institut Allan Memorial recevait un montant disproportionné de financement des subventions fédérales pour la santé mentale, mais que Cameron avait refusé de remettre les états financiers pour examen. Point numéro 138. En 1963, Cameron a admis avoir pris un mauvais virage lors de ses recherches lors d'une réunion de l'American Psychopathological Association, pièce R33. Citation. À ce stade, comme cela arrive si souvent dans une longue recherche, nous avons pris un mauvais virage et on a continué à marcher sans une lueur de succès pendant très très longtemps. Je ne vous raconterai pas tout ce que nous avons essayé de faire pour arrêter le fonctionnement de ces mécanismes de défense contre la répétition. Permettez-moi simplement de dire que nous avons considérablement augmenté le nombre de répétitions auxquelles l'individu était exposé, que nous avons continué à conduire pendant que l'individu dormait, pendant qu'il était en sommeil chimique, pendant qu'il était éveillé mais sous hallucinogène, alors qu'il était sous l'influence d'agents désinhibitants. Nous avons essayé de conduire sous hypnose immédiatement après l'électrochoc. Nous avons essayé d'innombrables combinaisons de voix, de timing et bien d'autres conditions, mais nous n'avons jamais pu arrêter les mécanismes. Aussi étonnant que cela puisse paraître, mes collègues, Dr. Levy, le Dr. Ben et M. Rubenstein, ont trouvé qu'il était possible pour l'individu d'être exposé à la répétition de signaux verbaux, comme je l'ai écrit, 1/4 à 1/2 million de fois, et pourtant être incapable de répéter ces quelques brèves phrases à la fin de ce nombre extraordinaire de répétitions. Dans nos premières expériences, nous avons utilisé le terme implant dynamique, entre guillemets, pour désigner le matériel de répétition que nous avons utilisé. En fait, à ce moment-là, nous n'implantions rien. Point numéro 139. Cameron a également noté pièce R33. Il ne semblait pas y avoir une réponse à la question, alors j'ai répété cette procédure avec tous les autres patients que j'avais en psychothérapie et j'ai eu à peu près la même chose. Inconfort, aversion, embarras et ressentiment. Et en effet, j'ai même remarqué en moi-même une réticence à faire cela. Je sentais que j'étais méchant, insensible, imperceptible. Qu'en un mot, on ne faisait tout simplement pas ce genre de choses aux gens. Pour ces raisons, à savoir les sentiments du patient et les miens, je me sentais de plus en plus sûr qu'il devait y avoir quelque chose d'important caché. Fin de la citation. Point numéro 140. Le rapport final de son projet, A Study of Factors Which Promote or Retard Personality Change in Individuals Exposed to Prolonged Repetition of Verbal Signals, a été présenté en 1965 et a été officiellement reçu et signé par divers fonctionnaires du gouvernement du Canada. Pièce R3. Point 141. En août 1964, Cameron quitte Montréal et son successeur, Robert Cleghorn, met immédiatement fin aux expériences de Montréal. 33E. Les conséquences. Point 142. Le successeur de Cameron, Cleghorn, a commandé une étude pour tester les patients qui avaient été dépaternés et pour vérifier l'efficacité du traitement. Pour 79 des anciens patients de Cameron, qui avaient été hospitalisés de 1956 à 1963 et qui avaient atteint le 3e stade de dépatterning, on a découvert que 24% avaient rechuté suite à un dépatterning alors qu'ils étaient encore à l'hôpital, des complications physiques
allant de légère à sévère étaient associés au traitement 23% des cas et il y avait des complications graves dans 6% des cas. 63% des 27 patients ayant reçu une ECT intensive ont montré une perte de mémoire permanente en termes de rappel d'événements passés et que dans 60% il y avait des cas, il y avait une anémie persistante rétrograde au dépatterning et variant dans le temps de 6 mois à 10 ans. Fin de la citation, était expérimenté. Il a été spécifiquement noté que 75% de l'échantillon montre une adaptation sociale insatisfaisante ou appauvrie et qu'une amnésie persistante rétrograde au dépatterning et allant de 6 mois à 10 ans est signalée par 60% des intimés, de tout tel qu'il apparaît plus en détail dans une copie de l'article du Journal de l'Association des psychiatres du Canada, intitulé « Intensive Electroconvulsive Therapy, a Follow-up Study » daté en 1967, produit ici sous la cote R36. Point 143. Le 8 septembre 1967, Cameron mourut d'une crise cardiaque alors qu'il faisait de l'alpinisme à New York, de tout tel qu'il apparaît plus en détail dans une copie de l'article écossais intitulé « Stunning Tale of Brainwashing » de CIA et N. Je vais le mettre dans la description de la vidéo. Là. Je suis brûlée, ok? Comme j'ai dit, j'ai pratiquement pas dormi. Daté du 2 janvier 2006, produite ici en tant que pièce R37. La documentation scientifique, point 144. La documentation scientifique des lésions cérébrales permanentes causées par la procédure du dépatterning, en particulier l'électrochoc, a finalement été révélée en 1967. L'année de la mort de Cameron, pièce R3. 145. Quant à savoir si Cameron était au courant de l'implication de CIA dans les expériences de Montréal, personne n'est venu le dire avec certitude et cela fait l'objet de conjectures. Un sondage des collègues de Cameron a révélé une répétition 50-50 sur la question. Il était fort probable qu'il connaissait l'implication de la CIA dans le Human Ecology Fund, mais il avait un grand nombre de contacts politiques et universitaires fiables qui lui avaient peut-être dit que cela explique également son immense intérêt pour les applications militaires du lavage du cerveau. Pièce R16, page 96 à 100. Point numéro 146. Après avoir été soumis aux expériences de Montréal, de nombreux patients de Cameron se sont retrouvés dans un état mental et physique épuisé. Ils ne pouvaient pas retourner dans leur vie, ayant perdu leur capacité de fonctionner dans la société et au sein de leur famille. Ben, c'est exactement ce qui s'est passé avec ma mère. Comme le docteur Paul Termanson l'a avisé, de manière experte dans le contexte du litige Orlikov, décrit ci-dessous. L'existence pourrait mieux être qualifiée de marginale. Marginal, c'est un mot faible. Il a réussi à fonctionner, à travailler, à exister, mais à peine. Pièce R22. En fait, je sais pas comment est-ce qu'il aurait aimé fonctionner de façon marginale. C'est supposé docteur et supposé psychiatre et supposé bon pensant. Je sais pas s'il aurait aimé ça. D'être dans cet état végétatif-là. Mais... Point 147. Dans la plupart des cas, les patients souffraient de lésions cérébrales permanentes ou de troubles psychologiques. Point 148. Dans un succès, entre guillemets, très entre guillemets, documenté des expériences de Montréal,
comme l'a noté Cameron, décrit un patient qui avait perdu tous ses comportements schizophréniques. C'est d'après Cameron, hein, qui, en fin de compte, prenait un plaisir à torturer les gens, c'est évident. Mais il y avait un prix à payer, car le patient a également connu, et je cite, une amnésie complète sur tous les événements de sa vie. De nombreux autres patients de Cameron ont partagé un sort similaire, le tout tel qu'il ressort plus en détail d'une copie de l'article du blog Montréal intitulé « Les expériences secrètes de Montréal qu'il ne veut pas que vous sachiez », produit ici sur la cote R38. Point numéro 149. Malheureusement, Cameron n'a réussi qu'à détruire la mémoire complète et donc l'identité de plusieurs de ses patients. Beaucoup ont perdu tout souvenir de leurs enfants, de leur mari, de leur carrière, de leur vie passée et même de la façon d'accomplir leurs tâches quotidiennes. Il n'a jamais été en mesure de remplacer les mauvais comportements par les bons. Je vais faire une mention. Ce que je me rappelle de ma mère à partir de l'âge de 8 ans, parce qu'elle a été internée en 1970. 3 ans plus tard, elle était assez dysfonctionnelle, merci, parce que j'ai été abusée sexuellement et elle n'a absolument rien fait. Et la mémoire que j'en ai de ma mère, après être rentrée à l'hôpital, la seule chose qu'elle était vraiment capable de faire, c'était de fumer. Et la moyenne de paquets qu'elle fumait par jour, c'est 100. Donc, elle fumait 3 paquets par jour. C'est tout ce qu'elle faisait de ses journées. La pauvre femme. C'est ce que je me rappelle. Ma mère, avant son entrée à l'hôpital Saint-Michel-Archange, et ma mère, après son entrée, 2 personnes différentes. Et elle est devenue de plus en plus végétative au fil des années. Point 150. Voici quelques exemples de la façon dont les expériences de Montréal ont affecté les patients. Pièce R38. A. Gil Kastner, qui a reçu 100 000 $ de réparation suite à un procès contre la CIA, qui a été réglé à l'amiable, a constamment fait des cauchemars d'un grand homme lui donnant des électrochocs initialement. Amené en tant que patiente à l'âge de 19 ans pour une dépression légère, la vie de Gil a ensuite été trufflée de problèmes de toxicomanie, de visites à l'hôpital et de lésions cérébrales irréparables. B. Esther Schreier, initialement envoyée à l'Institut Allen Montréal pour traiter la dépression postpartum, a perdu sa capacité d'être mère après avoir quitté la garde de Cameron. Bien qu'elle ait donné naissance à un nouveau bébé, elle n'a pas pu s'occuper de l'enfant et n'a mené une vie un peu normale que grâce au soutien de son mari et de sa famille. C. La mère de Bevan Weldon est décédée dans les bras et le traumatisme l'a tellement touché qu'il s'est rendu à l'Institut Allen Memorial pour y suivre un traitement psychiatrique. M. Weldon a connu une dissociation complète de son ancien moi par la suite. Tenu dans le coma pendant 21 jours, Weldon a perdu le souvenir de la mort de sa mère, qui n'est jamais revenue, même 50 ans plus tard. Cameron lui a essentiellement pris cette partie de la vie de Weldon parce que, comme Weldon l'a dit, la vie est mémoire. Point 151. La dissimulation des expériences de Montréal demeure encore aujourd'hui. Par exemple, sans surprise, McGill omet de mentionner les expériences montréalaises de Cameron ou sa participation au projet MKUltra sur son site officiel, se concentrant uniquement sur sa, et je cite, haute réputation dans le domaine psychiatrique, fin de la citation.
de tout tel qu'il apparaît, plus pleinement à partir d'une copie d'un extrait de McGill, site web à archive.mcgill.ca, produit au présent en tant que pièce R39. En vous remerciant de votre écoute, c'était ma traduction de l'anglais pour les personnes francophones qui ont eu un amant, un parent ou père ou une mère qui ont été internés dans ces prisons. En vous remerciant de votre écoute.